salut à toute bande d'ornithorynques et bienvenue au 85e numéro de la case du Geek Lecto. Au programme d'aujourd'hui, nous aurons les news jeux vidéo suivis du coup de cœur série par notre ami Loïc. Nous aurons ensuite l'interview qui a été réalisée lors du festival Animasia Pessac de Monsieur Méa en personne. Puis ensuite, Chris viendra nous voir avec sa fameuse Comics X-Rays pour nous parler un petit peu de l'homosexualité dans les comics. On espère que vous allez passer un très bon moment en notre compagnie. Et en attendant, c'est parti tout de suite pour une news jeux vidéo. Le prochain Zelda sur 3DS est prévu pour le 22 novembre prochain, mais en attendant, Nintendo nous fait patienter en proposant un nouveau trailer publié lors du New York Comic Con. Il nous est ainsi offert de découvrir le pendant du monde de Hyrule, nommé Lorule, ainsi que l'opposé de la princesse Zelda, Hilda, qui vit dans ce second monde. Pour passer d'un monde à l'autre, il faudra traverser des fissures se trouvant dans certains murs. L'une des nouveautés de ce titre réside dans son gameplay. On pourra notamment transformer Link en graffiti, lui permettant alors de longer les murs et de résoudre de nombreux casse-têtes. Avec ses 4 boutons, ses 4 gâchettes et son absence remarquée de stick, la manette dédiée au Steam Machine de Valve a déconcerté plus d'un gamer. Les joueurs trouveront en effet des trackpads tactiles et un écran lui aussi tactile au centre de la manette, qui permettent ainsi d'offrir une jouabilité proche de celle d'une souris d'ordinateur. Afin de répondre à toutes les interrogations, Valve propose une vidéo de gameplay avec cette manette, à savoir que les joueurs intéressés pourront eux s'inscrire à la bêta fermée des Steam Machines. Pour le moment, Valve ne propose que des prototypes, mais on devrait voir ces machines arriver sur les étals de vos commerçants préférés d'ici environ fin 2014. Alors que la préquelle des aventures de Batman, prévue le 25 octobre prochain sur PlayStation 3, Xbox 360, Wii U et PC se fait méchamment attendre chez les fans du genre, Batman Arkham Origins devrait aussi bénéficier d'une sortie sur les consoles portables ainsi que d'une version mobile. Cette dernière version serait normalement compatible avec les iPad, iPhone, iPod Touch ainsi que tous les appareils qui fonctionnent sous Android et devrait proposer un style de jeu baston en free-to-play. Alors que The Amazing Spider-Man 2 est prévu sur nos toiles courant 2014, le jeu éponyme est lui aussi prévu et a été annoncé par Marvel et Activision sur l'ensemble des consoles actuelles ainsi que sur Xbox One et PlayStation 4. Développé par Binox, The Amazing Spider-Man 2 ne sera pas une adaptation fidèle du film, mais une suite directe du titre qui était lié au film sorti l'année dernière. Un excellent jeu donc après vision, puisque le premier opus avait déjà lui cartonné à l'époque. Pour les fans de Mickey et de RPG, Square Enix vient d'annoncer une très bonne nouvelle, puisqu'en effet, une nouvelle compilation de jeux Kingdom Hearts est prévue courant 2014 exclusivement sur PlayStation 3. Baptisé Kingdom Hearts HD 2.5 Remix, ce titre proposera des contenus issus de Kingdom Hearts 2 Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix ainsi que de Kingdom Hearts Recoded, en sachant que ces deux derniers titres étaient sortis exclusivement au Japon. Pour l'occasion, un teaser a été publié par Square Enix. Moi cette semaine, je vais vous parler d'abord de Luther, une série que j'ai commencé à regarder, qui met en place John Luther, qui est un inspecteur à Londres, et qui est quand même quelques petits à côté dans le sens où il, par exemple, on commence le pilote et il laisse un suspect tomber dans le vide comme ça parce que le type était quand même un pédophile qui a enfermé des gens, donc c'est un peu un inspecteur qui a des petits problèmes vis-à-vis de la morale. Mais alors par contre, je tiens à suivre ces chroniques parce que bon, mis à part, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries télé sur les détectives et sur la police et tout ça. À ce moment-là, le détective est joué par Idris Elba, donc vu par exemple dans Thor où il a incarné Heimdall, vu dans Prometheus et aussi dans Pacific Rim, qui est un excellent acteur, qui a d'ailleurs été récompensé pour son rôle de John Luther.
et que franchement c'est super bien joué, chaque acteur, les autres sont pas très connus, donc même si je vous disais les noms, ça me dirait rien. Mais épargnez-nous ça. Voilà, donc lui est vraiment bon. Donc il y a eu 3 saisons en ce moment, je crois qu'il va en avoir une 4e, donc je suis très content. Moi j'ai commencé là les 2 premiers épisodes. Il est à dire aussi que le personnage de Luther, donc, qui est mis au début, et en fait est mis en face d'une autre qui s'appelle Alice Morgan, qui est une tueuse, qui va lui échapper. Et en fait, elle va devenir un peu sa confidente, j'ai l'impression. Moi j'en suis juste au 2e épisode de la série, donc il y a le temps de voir. Il y a 6 épisodes à peu près par saison. C'est du format anglais. Hein. Le format américain est d'à peu près de 23 épisodes au lieu de par saison, et surtout ça s'étale souvent, vous essayez d'aller sur plus de saisons possibles, tandis que les Anglais sont connus pour faire juste genre 6 épisodes. C'est concis quoi. Oui voilà, c'est concis, c'est 6 épisodes, souvent 3 saisons, 4 saisons par an en plus. Donc très bonne série à voir, je vous conseille. Nous voilà donc pour l'interview de la semaine de la Case du Geek, et aujourd'hui je reçois Damien de l'Antre du Méa. Alors, peux-tu déjà commencer par te présenter un petit peu pour les personnes qui auraient la malchance de ne pas te connaître? Je suis Mea, enfin je fais des vidéos sur YouTube. J'ai plusieurs émissions en fait où je parle de grandes sagas du jeu vidéo, et je parle aussi beaucoup d'adaptations en fait où j'essaye de présenter les personnages pour savoir pourquoi c'est devenu des jeux vidéo en fait. Pourquoi à un moment quelqu'un s'est dit tiens ça serait bien qu'on prenne ce personnage là pour en faire un jeu, et du coup j'essaie d'expliquer un peu tout le background des gens et tout ça. Et alors pourquoi le nom de cette émission, l'Antre du Méa? Parce que le joueur du grenier c'est déjà pris. Non, parce que en fait on cherchait, j'étais avec un pote et on cherchait plusieurs fois le nom, puis à un moment c'est Mea parce que c'était mon pseudo depuis très longtemps, c'est moi avec E et A, donc du coup voilà. Et en fait on a cherché, puis un jour le mot entre, on a trouvé que c'était cool et ça sonnait bien, donc on l'a gardé. C'est une bonne raison en effet. Et alors l'émission en elle-même, comment vous est venue l'idée de ce concept finalement? Comment a germé le produit final? En gros, j'étais un grand fan justement de tout ce qui est joueur du grenier, la VGN surtout. Et en fait, la VGN avait fait une vidéo sur Batman où il parlait de pas mal de jeux Batman, mais il avait oublié le jeu Mega Drive, le jeu NEC. Et je me suis dit, mince, c'est dommage, il aurait pu en parler, c'est con, du coup personne va en parler. Puis je me suis dit, tant qu'à faire, moi je vais le faire, comme ça me permettra de voir au moins ce que j'avais envie de voir sur un truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé en disant que ça. Et puis en plus, c'est le genre d'émission où ils parlent souvent que des jeux de merde, et après les gens disent, ah ouais, on aurait trouvé avec des jeux pourris, puis mais non, il y en a des biens. Et aussi au même moment il y avait Batman Arkham City, non Asylum qui était sorti, et tout le monde disait que les jeux Batman étaient nuls avant. Et c'est ce qui n'était pas vrai, donc du coup c'est pour ça que j'ai commencé l'émission en disant non mais c'est bon, je vais montrer qu'il y a des vrais jeux Batman ou quoi que ce soit. Et c'est venu comme ça en fait au fur et à mesure. Et au cours de vos émissions, vous traitez quand même de sujets qui sont très différents. Comment choisissez-vous vos sujets justement d'une émission à l'autre? Tout part des jeux, si j'arrive à trouver au moins 1 ou 2 jeux de la saga qui m'intéressent. Par exemple sur McDonald's, je voulais beaucoup parler de Treasureland, du deuxième McDonald's Treasureland, et aussi beaucoup de Global Gladiator, et du coup après c'est venu qu'ensuite de parler de McDonald's en général, parce que je me dis si je vais pas m'arrêter non plus qu'aux jeux, je vais parler du reste. Et donc c'est comme ça, je prends 2 jeux qui m'intéressent, 1 ou 2 jeux, parce que s'il y en a qu'un seul après c'est souvent dur. Et ensuite je brode autour, je commence à les recherches, et puis après au fur et à mesure en faisant des recherches on tombe sur des anecdotes très marrantes, enfin des trucs complètement stupides, genre on parlait tout à l'heure l'histoire du café de McDonald's où c'était juste une anecdote à la con, puis en fait c'est devenu un truc, c'était un gros procès et tout ça, et ça m'intéresse beaucoup quoi. Très bien. Et alors justement concernant le montage de vos émissions, l'écriture de l'émission, quelles sont vos sources d'inspiration si vous en avez, ou qu'est-ce qui vous aide un petit peu à avoir le déclic, l'idée? J'ai beaucoup de livres à la maison, surtout tout ce qui est cinéma, tout ce qui est aussi dessin animé, quoi que ce soit. Donc après ça dépend, là je vais faire des trucs sur les dessins animés, donc maintenant j'ai envie de le faire parce que justement j'ai beaucoup les sources, ça se dit pas, mais j'ai beaucoup de sources, et j'ai envie d'en parler comme ça. Sinon c'est souvent des recherches, des interviews, des choses comme ça, et puis comme je suis stupide, je prends énormément de trucs, et puis après je dois faire le tri, mais voilà. Et est-ce que vous faites d'autres émissions que l'Antre du Méa, justement, dont vous souhaiteriez la parler pour que les gens puissent peut-être découvrir des vidéos moins connues que cette saga? Alors, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens, il y a plusieurs personnes en fait sur ma chaîne qui préfèrent pas forcément. Je regarde pas la caméra, donc je regarde la caméra, ça sera cool. En fait, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens il y en a certains qui disent ouais, j'aime pas trop l'Antre du Méa, je préfère d'autres trucs, machin, je sais pas où j'en suis en train de partir, mais bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que je fais plusieurs émissions effectivement, mais il n'y a pas que l'Antre qui est connu visiblement, et chacun a le propre public, donc ça c'est cool. Je fais une vidéo sur les brocantes,
qui était inspiré d'un concept américain où le mec il partait avec sa GoPro et je me suis dit que filmer tout seul c'est un peu nul quoi. Donc on fait ça avec des amis, en fait c'est aussi pour montrer que il existe un marché autre qu'internet et qu'en se levant le matin on peut trouver des vrais jeux à 3-4 euros maximum sans augmenter le capital de revendeur qui est, enfin voilà, et du coup on fait ça. Ça s'appelle Brocante Madness. Donc on a ça. J'ai une émission qui est complètement inspirée du Nostalgia Critique que j'adore, qui est un peu aussi la personne qui m'a donné envie de faire des vidéos, et du coup je parle de cinéma, j'en fais de temps en temps parce que c'est très dur à faire, mais ça me plaît énormément. Donc ça s'appelle Chronicle. Je parle pareil d'une saga de films. En ce moment je suis sur les clones de Die Hard, donc j'en attaquais pas mal. Et j'ai une dernière qui s'appelle Les dés sont jetés, où je parle en fait de jeux de société des années 90, pour justement ces personnes qui, dans les brocantes, quand ils tombent sur des vieux jeux, qui se demandent « Oh putain, j'y jouais quand j'étais petit, mais est-ce qu'il est toujours aussi bien ?» Et du coup, au lieu de le prendre ou de l'acheter, nous on le teste pour vous et après on vous dit si c'est bien ou pas, quoi. En gros, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Bien, merci beaucoup à toi de t'être prêté à ce jeu et à cet exercice de l'interview. Peut-être un dernier mot pour la communauté des geeks, les personnes qui te connaissent et qui ne te connaissent pas? Pantoufle, c'est le mot que j'utilise tout le temps, mais non, sinon je sais pas. Regardez la case du geek, c'est vachement bien. Et je l'ai même pas payé pour le dire. Merci à vous d'avoir regardé cette interview et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview d'une autre personne connue du net. Salut à tous. Salut à vous pauvres mortels. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet polémique qui va me permettre d'avoir des millions de vues et de gagner une somme phénoménale. Enfin j'espère. L'homosexualité dans les comics. Pour mieux comprendre l'évolution de la vision de l'homosexualité dans les comics, il faut revenir en 1954, juste avant la création du Comics Code aux États-Unis. Dans son livre La séduction de l'innocent, le psychiatre Frédéric Wertham évoque l'effet néfaste de la bande dessinée sur nos chères têtes blondes. Pour lui, la seule issue possible pour un enfant qui lit des bandes dessinées, c'est la perversion et la délinquance. Pour appuyer sa thèse, Wertham évoque Wonder Woman, une femme qui habite sur une île uniquement peuplée de femmes. La preuve qu'elle est lesbienne, quoi. Il évoque aussi notre chevalier noir préféré, puisque pour lui, Batman incite les enfants à vivre leurs fantasmes homosexuels, principalement à cause de sa relation avec le jeune Robin. Quoique, des fois, on doute un peu quand même, quoi. Petit peu. Dans un contexte social pas toujours très tolérant, le livre de Wertham finira par influencer les politiques. Afin de gagner des électeurs, ceux-ci créeront le Comic Code Authority, qui poussera les éditeurs à l'autocensure. D'après ce fameux code, les valeurs de la famille doivent être mises en avant. Il est hors de question de parler d'homosexualité ou d'évoquer des problèmes de drogue par exemple. Il faut attendre une mise à jour du code en 1989 pour que la communauté homosexuelle puisse enfin être montrée de façon positive dans les comics. Le code finira par disparaître définitivement en 2011. Cependant, certains artistes n'attendront pas que le Comic Code les y autorise pour parler d'homosexualité dans leurs œuvres. Dès 1986, Alan Moore abordera la question dans Watchmen, qu'il faut lire absolument. Vous fermez cette vidéo, vous allez lire Watchmen, et vous revenez. Le personnage de la Silhouette sera renvoyé de l'équipe, puis assassiné à cause de son goût pour les femmes, tandis que le Capitaine Metropolis et le Juge Masqué vivront une aventure à l'abri des regards. Alan Moore abordera également la question de l'homosexualité féminine dans V pour Vendetta, à travers l'histoire du personnage de Valérie, une jeune lesbienne internée à cause de son orientation sexuelle. On peut aussi noter que le personnage de John Constantine, créé par Moore dans les pages de Swamp Thing, est bisexuel. Même s'il ne s'agit pas là de séries grand public, Moore a brisé un tabou en parlant ouvertement d'homosexualité dans les comics, ouvrant ainsi la voie à beaucoup d'autres artistes. Chez Marvel, le personnage de North Star, plus connu chez nous sous le nom de Vega, fera sa première apparition dans les pages de X-Men en 1979. Son créateur John Byrne avouera l'avoir toujours vu comme un personnage gay, mais l'éditeur s'est longtemps opposé à cette révélation. Jim Shooter, éditeur en chef chez Marvel de 1978 à 1987, déclarait d'ailleurs « Il n'y a pas d'homosexuels dans l'univers Marvel ». North Star fera finalement son coming out dans les pages d'Alpha Flight numéro 106 en 1992. En prononçant la phrase « Je suis gay », il déclenchera bon nombre de réactions, aussi bien positives que négatives. En juin 2012, il célébrera son mariage avec son ami Kyle Jinadu dans les pages de Astonishing X-Men numéro 51, tandis que dans l'univers Ultimate, il vit une aventure avec Colossus. Si cet événement a été extrêmement médiatisé, y compris en France comme étant le premier mariage gay dans les comics, eh bien c'est totalement faux.
Et oui, Marvel n'est pas vraiment en avance sur son temps, puisque chez Wildstorm, Midnighter et Apollo, respectivement des ersatz de Batman et Superman, se marieront en 2002 dans les pages de The Authority numéro 29 et adopteront même un enfant par la suite. Cela dit, le mariage gay de Marvel fit tellement de bruit que la concurrence ne pouvait pas rester sans rien faire. DC Comics décida alors de révéler l'homosexualité d'Alan Scott, le Green Lantern de l'âge d'or. On peut également noter que Catherine Kane, alias Batwoman, est la première héroïne lesbienne à avoir sa propre série. Ce qu'on pourra dire pour conclure, c'est que même si l'évolution est flagrante depuis 1954, ce phénomène ne concerne que très souvent des personnages secondaires et rarement des héros de premier plan. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis, nous espérons que ce numéro vous a particulièrement plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, n'oubliez pas, geekez bien et surtout retrouvez-nous sur les pages Facebook et Twitter de notre émission. Salut et à mercredi.